Bon, je crois que le webinaire est démarré. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire Le loup est dans la bergerie, portrait des avortements chez les petits ruminants. Donc, le webinaire est présenté dans le cadre des rendez-vous agroalimentaires du Bas-Saint-Laurent organisés par le MAPAC. Donc, je suis Stéphanie Landry, je suis agronome, je suis conseillère spécialisée en production ovine et caprine au MAPAC du Bas-Saint-Laurent et je serai l'animatrice pour cette soirée. Concernant le fonctionnement, je tiens à vous dire que le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure et il sera enregistré et disponible là, sous peu. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à poser leurs questions de vive voix, il sera possible de le faire après la présentation. Néanmoins, si vous avez des questions, la conférencière apprécierait de recevoir vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vais vous inviter à ne pas hésiter à les inscrire dans la zone chat et je vais m'occuper de les transférer là, à la conférencière. Vous allez trouver là, la zone discussion dans le bas de votre écran. Juste à cliquer là, sur l'image en forme de bulle pour y avoir accès. Donc, sans plus attendre, il me fait plaisir de vous présenter notre conférencière de ce soir, donc Madame Anne Leboeuf, vétérinaire au MAPAC. Madame Leboeuf s'est toujours placée en soutien des éleveurs et des vétérinaires praticiens. De par ses implications et sa grande expertise, elle contribue de façon significative là, à l'amélioration de la santé des troupeaux ovins et caprins du Québec, entre autres en tant que responsable du réseau Petits Ruminants. Elle est donc très impliquée dans les campagnes PISAC, dont celle du sujet de ce soir, les avortements. J'invite donc Anne à débuter sa présentation et vous faire un petit mot. Bonne soirée. Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse démarrer ça. Vous me direz si c'est beau. Vous voyez mon écran? Stéphanie, est-ce que tu vois mon écran? Moi, je vois ton écran. Vous pouvez écrire dans le chat si quelqu'un veut juste inscrire oui. Ça me permettrait de valider aussi que ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous virtuellement. J'aurais plus de plaisir à être avec vous en vrai, mais mettons que c'est ce qui nous est laissé que d'être ensemble virtuellement. Et donc, de vous présenter la campagne PISAC qui concerne les avortements chez les petits ruminants. Comme l'a dit Stéphanie, c'est important de ne pas hésiter à poser vos questions en cours de route. D'une part, parce que ça va être un peu plus dynamique, puis aussi parce que ça va permettre d'être vraiment dans le sujet là, au moment où la question surgira. Puis vous pouvez le faire en écrivant la question dans le chat. Puis on essaiera d'y répondre là, à mesure qu'on avance. Je vais aussi, moi, vous poser des questions à certains moments. Puis, c'est clair, soyez bien à l'aise. Là, c'est comme plus des petits sondages pour rendre ça un peu dynamique. Donc, l'idée n'est pas du tout de faire un examen, mais c'est vraiment juste pour rendre ça le plus interactif possible. Alors, sans plus tarder, je commence et je veux juste vous dire que cette présentation-là, c'est moi qui l'a fait, mais que je travaille toujours en collaboration. Puis dans ce cas-là, on l'a monté avec mes collègues Geneviève Côté, Magali Bégin-Pépin et Dominique Fournier, qui sont à la direction, dans le même sous-ministériel, au ministère de l'Agriculture, donc du côté de la santé animale. D'abord, quelques mots juste pour vous dire qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous à vous parler de ça. En fait, moi, je suis depuis maintenant plus de 30 ans assez proche du milieu ovin et caprin de par mes études, mais aussi de par mes différentes expériences de travail. Notamment, comme vous voyez, là, j'ai travaillé comme bergère pendant plusieurs années là, en France. J'ai été impliquée dans des projets à l'international, on voit au Pérou. Et j'ai travaillé pendant quelques années, là, donc 5 ans, comme coordonnatrice en santé ovine au CEPOC.
la défunte ferme du CEPOC que vous avez en bas à gauche. Mais comme l'a bien dit Stéphanie, depuis maintenant plus de 10 ans, je suis au ministère de l'Agriculture la responsable du réseau Petits Ruminants. Donc, c'est vraiment un outil qu'on s'est donné au Québec pour que les vétérinaires qui travaillent auprès des petits ruminants, donc les élevages ovins et caprins, puissent échanger, puis qu'on puisse gagner en expertise en travaillant tous ensemble. Fait que moi, je coordonne ce réseau-là du côté du ministère. Alors, on va commencer avec une petite question pour vous. Et encore une fois, il n'y a pas une bonne ou moins bonne réponse. Je veux juste savoir comment vous répondriez. Alors, mettons qu'on se met dans la situation où votre prochain groupe de mise bas doit commencer à agneler dans 3 semaines, puis tout allait bien, sauf que ce matin, vous arrivez en bergerie, puis il y a une brebis dont l'arrière-train est souillé, puis vous constatez en fait qu'elle a avorté. Alors, que faites-vous? Vous avez 4 possibilités, donc qu'est-ce que vous faites? Pas de bonne et de mauvaise réponse, là. Et ceux qui répondent pas, ben, probablement que soit vous êtes moins à l'aise avec la stratégie, ou sinon, ben, vous pouvez aussi vous abstenir de répondre, il n'y a pas de problème, là. Alors moi, je vais assez rapidement tourner, là, comme l'idée, c'est d'être interactif. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a plusieurs personnes là, qui ont répondu je mets les fœtus et le placenta au congélateur. Certains la traitent avec des antibiotiques et d'autres appellent rapidement le vétérinaire. Je ne vous dis pas la réponse que j'aurais voulu que j'aurais voulu entendre, et vous comprendrez à la fin de la présentation pourquoi. Alors, on continue. Yep. Un petit peu. Alors, moi, je vais vous présenter la campagne PISAC. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cet acronyme-là, donc PISAC pour Programme intégré de santé animale du Québec. Le PISAC, c'est comme un peu un volet 2.0 du programme ASAC, qui est le programme qui soutient le recours à des services vétérinaires au Québec. Et ce programme-là, donc le PISAC, permet d'élaborer des campagnes sur différents sujets qui sont d'intérêt pour le secteur. Je vais vous parler particulièrement de la campagne numéro 1, donc celle qui a été élaborée, c'est la première qui a été élaborée, on est rendu à la 10e, mais qui touche différentes productions. On en a 3, bientôt 4 là, pour les petits ruminants, mais celle qui était la numéro 1, c'était celle sur les avortements chez les petits ruminants. On ne regarde pas le détail de ça, c'était juste pour vous dire dans quel contexte PISAC s'inscrivait. Puis, il y a un truc qui est important avec les campagnes PISAC, c'est qu'on essaie d'élaborer ce qu'on va offrir aux producteurs avec un groupe de travail. Puis, le groupe de travail, on le veut toujours très inclusif, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui sont soit des représentants de la faculté de médecine vétérinaire, soit des vétérinaires praticiens, soit des gens du MAPAC, des gens de l'industrie. Ou des représentants des producteurs, des éleveurs eux-mêmes. Comme vous voyez, dans le cas de cette campagne-là, on avait donc une éleveur de chèvres laitières qui représentait là, les PL, j'ai mis PCLQ, mais c'est PLCQ, bien sûr. Un éleveur d'ovins de votre région, d'ailleurs, et qui lui représentait le Léa, qui était à l'époque le président. Donc Yves Langlois. On avait Gaston Rioux du CEPOC, que vous connaissez peut-être, puis Richard Bourassa, le vétérinaire praticien, et plusieurs autres personnes qui sont des gens qui ont tous une expertise ou une perspective qui va venir bonifier ce qu'on va développer comme campagne. Pour avoir le droit de participer à cette offre-là, les producteurs doivent avoir un IM. Ça, c'est vrai pour n'importe quel programme qui est offert par le ministère. Donc, un numéro d'identification ministérielle, c'est comme une règle de base. Et on a un critère de plus qui est d'avoir plus de 10 brebis ou chèvres adultes. J'ai mis 25, rayé 10, parce qu'au départ, quand on a lancé la campagne,
Notre critère était à 25, puis on a décidé de le baisser à 10 pour l'ouvrir aussi à des gens qui avaient un troupeau plus petit et qui pourraient quand même bénéficier là, de participer à cette campagne-là. Alors, en quoi ça consiste? Je ne l'ai pas posé la question, mais j'aurais dû là, parce que j'aurais aimé ça savoir si certains d'entre vous ont, déjà, participé à la campagne PISAC. Mais si jamais, vous voulez, vous pouvez dans le chat, juste, le dire, là: «Ben, moi, j'ai participé». Comme ça, j'aurai une idée, là, à savoir s'il y en a qui l'ont déjà fait. Alors, ce qui est offert, en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir recours à notre vétérinaire payé 100 par le ministère. Ça ça se déploie en 2 grands blocs. Le premier bloc, c'est une visite zoosanitaire. Donc, c'est une visite de 2 heures qui est, complètement dédiée à un échange entre le producteur et son médecin vétérinaire praticien pour échanger sur la thématique des avortements. Je vais revenir sur le contenu de cette visite-là. Ça, c'est un morceau. Le deuxième morceau de la campagne, c'est un programme de surveillance. Puis l'objectif de ce programme de surveillance-là, c'est d'aider à trouver les causes d'avortement dans les élevages et d'aider donc à identifier, en ayant identifié les causes, de mettre en place les bonnes pratiques pour contrôler et prévenir ces avortements-là. Dans le cadre de cette deuxième portion-là, le programme de surveillance, on a l'aspect soumission des échantillons où là, on donne une période au vétérinaire là, pour qu'il puisse compléter avec vous le choix des échantillons puis l'envoi au laboratoire. Il y a la nécropsie qui est payée 100 par le ministère et une visite par la suite qui est offerte, qui est 1 heure, qui est payée par le ministère pour que le vétérinaire puisse aller chez vous, puis vous expliquer les résultats là, de la nécropsie, puis de regarder un peu qu'est-ce qui peut être mis en place dans l'élevage pour tenter de prévenir ou de contrôler l'éclosion. Tout ça, c'est la campagne PISAC avortement. Je vais aller plus en détail. Alors, la partie qu'on dit visite zoosanitaire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, là, il y a un formulaire, on est au ministère, il y a des formulaires, mais ça, en fait, c'est le vétérinaire qui va compléter le formulaire, qui va un peu guider les échanges, mais c'est ce qui va, dans le fond, jouer le rôle d'un relevé d'honoraires. C'est vraiment un document qui guide un peu qui donne un peu le cadre à la visite en l'emmenant à aborder différents points, différents aspects qui concernent les avortements. Je vais vous présenter là, en gros là, à quoi ça réfère plus spécifiquement. Il y a aussi des outils qui ont été développés avec les différents collaborateurs, donc des fiches d'information. Il y en a plusieurs. Là, je vais vous montrer plusieurs fiches, mais ça a été développé et mis sous format électronique là, sur le site du CEPOC. Vous pouvez toutes les trouver sur le site du CEPOC. Et on a aussi élaboré là, une fiche là, sur le signalement des avortements qui est remise normalement lors de la visite zoosanitaire pour que le producteur, une fois qu'il a discuté de toutes sortes d'aspects qui concernent les avortements avec son médecin vétérinaire praticien, ben, il soit bien en mesure là, de savoir quand il peut soumettre des échantillons pour être capable de trouver la cause des avortements. Un rappel, cette visite-là, ce n'est pas un examen, c'est pas un jugement des pratiques, des performances. Tu sais, c'est vraiment une occasion où vous avez du temps sans stresser sur la facture qui va arriver pour discuter avec votre vétérinaire de ce qui peut provoquer ou favoriser la survenue d'avortements, puis quelles pratiques peuvent être justement mises en place pour essayer de les prévenir. Ça fait que c'est vraiment
faut voir ça comme une opportunité d'avoir du temps libre avec votre vétérinaire, où c'est pas juste vous accrocher votre vétérinaire sur le pas de la porte après qu'il soit venu pour gérer un problème, soit faire des échographies ou avoir géré un problème plus aigu. Là, il est vraiment là pour ça, pour discuter avec vous là, de l'ensemble de ce qui concerne les avortements. Quelques questions qui vont vous donner un peu une idée de ce qui est abordé dans cette visite-là. On va s'interroger sur la situation dans votre élevage. Est-ce qu'il y a des avortements? Est-ce que vous avez constaté des impacts? Puis là, dans le fond, c'est des prétextes à discuter. Bien, ça, c'est quels impacts que vous avez eus? Comment vous avez géré ça? Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide du côté d'un médecin vétérinaire ou est-ce que vous avez envoyé des animaux, des avortons ou d'autres spécimens au laboratoire pour essayer de trouver la cause des avortements? Tout ça, c'est des questions qui sont là pour lancer la discussion. Et il y aura aussi quelques questions qui vont vous emmener à parler vraiment des causes, des principales causes d'avortement en général. Donc, c'est là que les différentes fiches qu'on a produites avec les intervenants là, sur la toxoplasmose, la chlamydiose, la fièvre Q, la listériose, les avortements viraux, il y en a 7 là, qui peuvent être utiles là, pour aller plus loin sur certaines causes que votre vétérinaire ou que vous là, considérez comme peut-être d'intérêt particulier là, dans votre élevage. C'est sûr que le vétérinaire va ajuster les questions ou les aspects qui vont être fouillés en fonction de votre réalité d'élevage. Si vous avez dans votre élevage un aspect qui est très agrotourisme, ben, il y aura peut-être certains éléments qui vont être explorés un petit peu plus en détail que si vous êtes un élevage qui travaille vraiment plus en circuit fermé avec juste quelques personnes qui interviennent auprès des animaux. Fait que tout ça va être considéré pour voir quels sont les aspects qui doivent être élaborés là, plus en détail. D'autres aspects là, qui sont regardés dans le cadre de cette visite-là, bien évidemment, c'est tout ce qui peut augmenter ou réduire le risque des maladies abortives. Fait que d'essayer de mettre en évidence certains aspects au niveau de la biosécurité, certains aspects au niveau de la gestion des placentas, au niveau de la gestion des avortons, qu'est-ce que vous faites chez vous, puis qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses. C'est vraiment des échanges. Et il y a un aspect très important. Quand on parle d'avortement chez les petits ruminants, il ne faut jamais oublier que la plupart des causes d'avortement chez les petits ruminants sont des maladies qui sont transmissibles aux humains. J'en ai mis quelques-unes à droite et en fait, ces noms-là, là, Coxiella, Chlamydia, Toxoplasma, Listeria, Campylobacter, le virus de la vallée cache, c'est un petit peu différent. Si j'ai un peu du temps tout à l'heure, je pourrais vous en parler un peu. Mais ce sont des bactéries qui sont pas rares et qui sont transmissibles des animaux aux humains, et particulièrement lors d'avortements chez les petits ruminants. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose de réel. Et quand on est éleveur ou employé dans une entreprise qui produit de l'agneau ou du lait de chèvre ou de brebis ou des chevreaux, on doit en être conscient. On doit en être conscient parce que nous, les gens qui travaillent avec nous, mais aussi les visiteurs, ils sont susceptibles d'être en contact avec ces agents-là. Avec le vétérinaire, vous pourrez revoir un peu de quelle façon les humains sont susceptibles de s'infecter. Et puis, quelles sont les personnes qui sont les plus à risque pour tenter peut-être d'éviter que ces personnes-là se mettent à risque en contact avec vos animaux. Avec votre vétérinaire, vous allez aussi regarder quelles mesures vous pouvez mettre en place dans votre troupeau pour protéger justement les humains de ces maladies-là qui sont transmissibles. Et là, je vais vous lister une série de mesures, puis je vais vous demander de trouver parmi les mesures que vous voyez ici,
celle qui ne serait pas une mesure intéressante à faire, à mettre en place dans l'élevage. Alors, c'est à vous maintenant de me dire que parmi ces mesures-là, laquelle ne serait pas une bonne mesure pour protéger le troupeau, pour protéger les personnes autour du troupeau de maladies transmissibles. En passant, Anne, juste pour te dire, bon, c'est pas tout le monde qui a répondu, mais concernant la campagne PISAC, on a soit des initiés, donc c'est leur première visite, ou des gens qui ont fait l'ensemble des étapes. Super. Merci, Stéphanie. Alors, donc, on a quand même plusieurs personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Dans ce cas-ci, il y avait quand même une bonne réponse. Et je trouve ça intéressant, d'une part, que vous l'ayez identifié. C'est quelque chose, c'est quand même une pratique qui est pas si rare que ça. Mais déjà, de savoir que c'est pas une bonne pratique, ça nous permet de peut-être d'être un petit peu plus sensible puis de tenter de trouver une alternative. Quant à la pratique du port du masque, pendant des années et des années, on a mentionné le fait que ça pourrait être avantageux de porter le masque. Puis, on le disait en sachant fort bien que la grande majorité des gens n'allaient pas le faire. Puis là, on se dit qu'avec la COVID, peut-être qu'enfin, on va pouvoir revenir sur cette recommandation-là, puisque ça semblera plus impossible à faire que de demander ou d'encourager un producteur à mettre un masque quand il assiste des animaux lors des mises bas ou minimalement quand il manipule là, des avortons et des placentas. Ça fait que ça, c'est quand même un atout de la COVID. Sans passer à travers toutes ces mesures-là, c'est clair que ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup de petits gestes et beaucoup de petites pratiques qui ont avantage à être mises en place dans les élevages. Puis ça, votre vétérinaire va le regarder avec vous, puis peut-être cibler celles qui sont particulièrement pertinentes dans le cas de votre entreprise. Je mets quelques mots là, sur l'agrotourisme parce que, ou les gens qui font des visites à la ferme, parce que c'est particulièrement important. On va le voir tout à l'heure, je vais vous présenter une maladie qui arrive régulièrement et qui souvent survient chez des personnes qui ont très peu de contact avec les élevages, mais qui, dans le cadre d'une visite ou une porte ouverte à la ferme, à ce moment-là, vont avoir contracté la maladie. Donc, c'est important quand on a des visites ou qu'on fait de l'agrotourisme, d'informer les visiteurs du risque, puis en période de mise bas, de faire vraiment une limite là, et de ne laisser entrer et être en contact avec les animaux dans la zone de mise bas qu'au personnel là, qui est régulier. Là. Et puis, peut-être vous vous demandez pourquoi on parle de nettoyage au moins 2 jours avant les visites. On est bien conscient que si une entreprise reçoit un groupe, elle va vouloir passer le balai dans les allées, puis faire en sorte que ça soit propre pour faire la visite. Mais si on le fait le matin ou la veille, on risque d'avoir encore beaucoup de poussière dans l'air quand les gens vont arriver. Puis ces poussières-là peuvent être porteuses de certaines bactéries qui, à ce moment-là, vont pouvoir se transmettre assez facilement aux visiteurs. Ça fait que c'est important d'attendre un certain délai là, que les poussières aient pu retomber. Là. Puis, une règle assez claire, là, on essaie de ne pas faire d'événements publics quand on a des animaux qui sont juste avant ou juste après les mises bas. Donc, on parle souvent d'un mois avant, un mois après, puisque c'est la période la plus à risque pour ce qui est de la transmission de ces maladies-là aux humains. Alors voilà. Maintenant, comment concrètement, là, je suis contente de voir qu'on en a parmi les participants qui l'ont fait. Comment ça s'est été reçu par les producteurs, puis combien ont participé depuis 2017 quand on a lancé la campagne. On voit ici là, en bleu pour toute la province, en rouge pour la région du Bas-Saint-Laurent, puis en vert pour la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, le pourcentage de participants.
Puis, sans aller dans les chiffres, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une participation qui a été la plus forte lors du lancement, puis qui a diminué par la suite. Et dans les élevages caprins, c'est à peu près le même patron. Je pense que ce qui est important, c'est ce que je vous mets ici, c'est-à-dire qu'après 3 ans, si on regarde tout le Québec, on a à peu près 42 des éleveurs ovins et 47 des éleveurs caprins qui ont participé à la visite zoosanitaire, ce qui est excellent. Puis dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ben, on en a 50 ou 51. Fait que c'est encore meilleur. Fait que c'est intéressant. Je veux quand même souligner le fait que les éleveurs qui n'ont pas participé à cette visite-là, soit c'est parce qu'ils n'ont pas été informés, soit parce qu'ils avaient l'impression que ça les concernait pas. Mais parfois, puis c'est quand même important de le dire, parfois c'est aussi parce que dans leur région, il y avait un peu moins de disponibilité des vétérinaires. On le sait, il y a certaines régions périphériques qui ont plus de difficultés au niveau de l'accès aux services vétérinaires. Donc, ça peut expliquer que certains endroits ont des pourcentages un petit peu moins élevés, là. Mais il reste encore de la marge, puis cette campagne-là, elle est encore en marche. Donc, tous ceux qui n'ont pas participé peuvent le faire encore et peuvent le faire là, une fois là, si vous l'avez déjà faite, cette visite-là, vous ne pouvez pas la refaire, mais vous pouvez faire la suite par contre. Anne, j'aurais une petite question pour toi, en fait, concernant les maladies, probablement plus les zoonoses, là, dont tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que les maladies peuvent être présentes sans qu'on ait réellement des avortements? Est-ce que c'est des... Tout à fait. Puis, je vais y revenir tout à l'heure en vous parlant de l'une de ces maladies-là qui est celle qui nous préoccupe souvent le plus, là, qui est la fièvre Q. Mais oui, c'est une bonne question. Il ne faut pas avoir l'impression que parce qu'il y a pas d'avortement, ces bactéries-là ou ces agents-là ne sont pas présents. Ça peut l'être même sans avortement. Oui. Puis, tant qu'à être dans les questions, elle ne venait pas des participants, mais de moi. En fait, j'aurais aimé savoir, on parle des zoonoses, l'impact que ça a. Je ne sais pas si tu as une idée du, du nombre de cas qu'on peut retrouver au Québec. Tu sais, on sait que c'est présent, mais est-ce que c'est courant ou est-ce que on peut parler de combien de cas peut-être par année qui sont déclarés ou Chez l'humain? chez l'humain, oui, chez l'humain. Ben, même chose, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure pour la fièvre Q, qui est la seule pour laquelle on a vraiment des chiffres parce qu'elle est à déclaration obligatoire chez l'humain. Mais j'ai une diapo qui vous présente ça. C'est bon? Ça va, Ah, ça? attends un petit peu. Oui, j'ai une autre question. Euh, OK. Une question, en fait, qui revenait sur la gestion des avortons, qui faisait référence au sondage, là, où est-ce que dans tes choix de réponse, tu avais le fameux tas de fumier. Ouais, Donc, la question était de quelle façon est-il le mieux, dans le fond, d'en disposer? Tu sais, on les met où si on les met pas? excellent. Où est-ce qu'on les met? OK. Ben, en fait, je vais vous répondre dans un premier temps où est-ce qu'on a le droit de les mettre. Parce que moi, je travaille au MAPAC, là. Il y a quand même des règles normalement là, qui devraient être connues. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec nos animaux morts? On a le droit de les envoyer avec un récupérateur, donc comme Sanimax. Fait que ça, on peut le faire. On peut le faire soit en ayant un bac qui permet de les accumuler, puis quand on en a un certain nombre, on appelle le récupérateur. Quand on est dans une région où le récupérateur passe, je sais que c'est pas partout. Donc ça, c'est une des choses qui est possible. Théoriquement, on a le droit d'incinérer dans une installation conforme. Incinérer, là, quand on dit ça, OK, mais dès qu'on parle d'installation conforme, on se rend compte qu'en fait, il y a à peu près pas de possibilité parce qu'il y a des gens qui ont des installations conformes à la ferme, il n'y en a pas. Puis il y a une entreprise
à ma connaissance, je pense qu'il y en a une seule au Québec qui peut faire l'incinération en respectant les règles, qui c'est Incimal, mais ça implique des coûts qui ne sont pas, comment je dirais ça, possibles de rencontrer là, pour un producteur. Fait que ça aussi, c'est une option qui n'est pas vraiment réaliste. Ensuite, on peut les envoyer aussi dans un lieu d'enfouissement technique. Donc ça, c'est vrai pour les petits ruminants. C'est pas vrai pour toutes les espèces animales, mais pour les petits ruminants, c'est possible. Fait que les lieux d'enfouissement technique, il y en a dans chacune des régions. Puis, celui de votre MRC n'a pas le droit de refuser vos ovins ou vos caprins. Par ailleurs, ben, c'est sûr qu'il y a des coûts dans ce cas-là. Puis dans certains cas, ils peuvent être assez élevés, mais ça, c'est variable d'un LET à l'autre. C'est pas contrôlé, là, c'est privé, c'est des services privés. Et ça, c'est sûr que quand on parle d'avorton ou de placenta, on est avec des volumes qui sont plus petits. Fait que une autre option qui est quand même d'intérêt, c'est l'enfouissement à la ferme. Ça fait que ça, vous pouvez, il y a des règles, là, au besoin, je pourrais l'envoyer là, à travers Stéphanie, là, qui pourrait la partager là, avec les gens de la région, mais il y a des règles qui définissent là, la profondeur, le nombre de kilos de carcasse qu'on peut mettre dans chacun des trous, puis comment on doit fermer le trou. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Puis une question de distance par rapport à la source d'eau potable, par rapport aux cours d'eau et compagnie. Et le dernier, et je pense qu'il est important selon la taille de l'entreprise que vous avez, c'est que vous avez le droit de les mettre dans un sac de plastique double, fermé. Et là, je parle des avortons et des placentas, et de les mettre aux déchets domestiques, dans la mesure où les déchets domestiques s'en vont dans un LET. Mais c'est sûr que si vous avez un élevage de 1000 brebis, ça ne tient plus, là. Ça dépend toujours de la taille de l'entreprise, mais si vous avez un petit élevage, c'est une option qui est acceptable sur le plan réglementaire. Je ne pense pas en oublier. Il me semble que j'ai fait le tour. Le tas de fumier, on le sait, je sais que c'est fait. Ah, ben il y a le compostage. Je ne voudrais pas l'oublier, mais je ne l'ai pas nommé. Le compostage est autorisé officiellement. Les producteurs d'ovins et de caprins ont le droit de composter leurs carcasses. Par contre, c'est en suivant des règles qui sont assez exigeantes sur le plan de l'installation. Donc, il faut quand même avoir une installation qui empêche l'entrée des prédateurs et autres vermines, puis qui permet aussi de brasser le tas de compost de façon à assurer là, un traitement par la chaleur adéquat puis uniforme. Ça fait que c'est possible, mais c'est quand même assez exigeant, ça aussi. Puis, je ne l'ai pas mis dans mes choix de réponse, mais de l'envoyer au fond du champ, près de la lisière du bois, pour être mangé par les coyotes, ben ça, c'est pas autorisé. Fait que voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui se rajoutent par-dessus ça, mais on pourra aller plus loin là-dessus si vous voulez à la fin, parce que je sais que c'est comme un enjeu. Puis Stéphanie avait travaillé, je pense, dans la région du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années à aider les producteurs à se procurer des bacs réfrigérés pour accumuler les carcasses puis faire venir une entreprise comme Sanimax à intervalles un peu éloignés. Là. Fait que ça, c'est des options qui sont quand même intéressantes si vous avez un certain volume là, de placenta, avortons et carcasses. OK. Fait que là, on va passer à la deuxième partie du programme, qui est la partie qui est le programme de surveillance. Ça fait que ce volet-là, la visite, on en a parlé. La deuxième partie, qui pour moi est particulièrement intéressante, puis souvent un peu oubliée par les producteurs et les vétérinaires, c'est le programme de surveillance. Les mots font peut-être peur, mais en fait, c'est une opportunité pour vous de faire des nécropsies pour savoir qu'est-ce qui cause les avortements qui sont chez vous. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, vous soumettez, il y a une visite d'1 heure qui est payée pour la soumission des échantillons au laboratoire. La nécropsie est payée à 100%, puis il y a une autre visite qui est payée où le vétérinaire peut retourner avec vous pour regarder les résultats et faire des recommandations.
Fait que ça, c'est vraiment un volet qui est d'intérêt parce que ça répond à des problèmes que vous vivez, puis vous pouvez répéter ça à 1 fois par année. Donc, si vous avez des avortements cette année, vous faites affaire vous utilisez votre jeton là, pour avoir accès à cette nécropsie gratuite-là, ben, l'année prochaine, vous pourrez le refaire aussi. Fait qu'1 fois par année, vous pouvez recommencer puis avoir accès à une nécropsie gratuite et les visites du vétérinaire qui vont avec. Il faut savoir quand on parle de nécropsie gratuite que ça va être accepté si vous avez du placenta. Fait que ça revient à mon point de départ. Quand vous avez un premier avortement dans un groupe d'agnelage, ce qui est vraiment important, c'est que vous prenez votre un placenta, les avortons, vous mettez ça dans un double sac de plastique et vous mettez ça au congélateur en attendant d'en avoir un deuxième parce qu'il en faut au minimum 2, donc de 2 mises bas différentes pour pouvoir soumettre. Pourquoi on a mis cette règle-là? C'est parce qu'on voulait pas, on voulait être face à des éclosions d'avortements et non un cas isolé qui pourrait être associé à une bousculade ou un événement qui est vraiment isolé. Là, on voulait mettre l'emphase ou l'accent sur des éclosions d'avortements. Fait que ça, c'est le deuxième critère. Puis, ben, c'est 1 fois par année budgétaire, fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Ça vous permet de resoumettre l'année suivante. Est-ce que les producteurs utilisent cette opportunité-là? Tout à l'heure, les chiffres, là, on avait à peu près 250 producteurs ovins qui ont fait la visite zoosanitaire 1, la visite 2 ou celle-là, là, le nombre de soumissions pour nécropsie, on parle d'une cinquantaine pour l'ensemble de la province, puis un petit peu moins de 20 là, pour le Bas-Saint-Laurent. Ben, ça, c'est de la première année, mais on voit que ça descend d'une année à l'autre. Chez les caprins, ça ressemble aussi. Puis ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est ça. Normalement, on se serait attendu à ce que ça augmente le nombre de soumissions ou minimalement que ça reste stable parce que c'est une opportunité qui est là et qui est offerte à chaque année. Donc, c'est sûr que peut-être que vous n'en avez pas d'avortement, puis tant mieux, mais dans beaucoup d'élevages, il y a quand même un petit pourcentage d'avortements. Puis, n'hésitez pas à rappeler votre vétérinaire avec les échantillons, puis de resoumettre parce que parfois, on a des surprises sur ce qu'on va aller trouver dans les nécropsies. Anne, petite question. En fait, je pense que tu l'avais dit, mais juste vraiment pour le bénéfice de tous, dans le fond, on peut soumettre un avorton par année pour la nécropsie. C'est gratuit, 1 fois par année. Mais c'est pas un avorton, c'est une nécropsie. Une nécropsie, excuse-moi. Non, mais c'est important parce que si on a juste un avorton, on le refuse. Il en faut minimum 2 qui proviennent de 2 mères différentes avec le placenta. Mais oui, c'est 1 fois par année financière. Ouais. Ça là, je passe vite, ça c'est la visite de suivi, puis vous voyez, bien souvent, il y en a même pas de visite de suivi parce que les chiffres sont encore plus bas que le nombre de soumissions. Fait que soit c'est le vétérinaire qui a fait le suivi gratuitement ou soit vous avez pas bénéficié de votre suivi, mais vous y avez droit. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme cause d'avortement avec ces nécropsies-là? Là, je vous présente les données caprins, ovins séparés, puis pour le Québec, puis après ça, on le verra pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Mais dans le fond, il y a 3 agents principaux là, qui reviennent. Là. Principalement, on a plus de soumissions là, pour l'ovin, fait que c'est ça qui ressort le plus. Là. Donc, chlamydia, qui est une cause que la plupart des producteurs connaissent bien. Toxoplasma gondii, qui est la toxoplasmose, que vous connaissez aussi, et Coxiella burnetii, qui a été trouvée plus souvent chez la chèvre que les autres, mais qui est aussi présente là, chez les ovins. Les autres causes sont là, sont importantes, mais surviennent, sont mises en évidence moins souvent. C'est quand même important de... ben ça, c'est les données pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Ça fait que ça serait parti avec des nombres un petit peu plus faibles, mais c'est à peu près similaire. Mais c'est important de voir que sur les 129 nécropsies qui ont été faites, il y en a juste 26 où on n'a pas mis le doigt sur une cause infectieuse. Parfois, on n'a pas été capable de savoir quelle bactérie était présente,
mais les lésions nous font dire qu'il y a une cause infectieuse. Fait que c'est quand même une réponse importante. Et l'autre point qui est important pour répondre un peu à la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est que dans un certain nombre de cas, là, j'ai pas le chiffre ici, mais on va trouver des bactéries, notamment Chlamydia et Coxiella, puis notamment Coxiella, sans que ça soit la cause de l'avortement. Et ça nous emmène à ce qui est connu dans la littérature, c'est-à-dire que oui, on peut avoir la présence de ces bactéries-là sans avortement. Donc, dans une mise bas normale, il peut y avoir ces bactéries-là qui soient excrétées avec le placenta. Et ça implique qu'il peut y avoir des transmissions à l'humain là, sans qu'on ait vu d'avortement. Fait que donc, les plus importants, là, Coxiella, Chlamydia, Toxoplasma, je vous pose une question parce que la logique, ça serait de dire, OK, on va sortir des antibiotiques. Alors, je vous pose la question suivante. Je vais, bon, vous l'avez devant, vous allez avoir avec chacune de ces bactéries, j'ai pas le bon mot, là, avec chacun de ces agents-là, Coxiella, Chlamydia et Toxoplasma, je veux que vous me disiez si c'est un parasite, un champignon, un virus ou une bactérie. La première question, c'est Coxiella. Est-ce que c'est un parasite, un champignon, un virus ou une bactérie? Puis après ça, on va avoir la même question pour Chlamydia et Toxoplasma. Allez-y, allez-y, c'est pas grave. Il y a pas. Quelque part, on s'amuse. Même s'il y a des mauvaises réponses, c'est pas grave. Intéressant. OK. Alors, je vais vous les donner, les réponses, là, mais quand on parle de Coxiella, je vais en parler en long, en large de cette bactérie-là, c'est une bactérie. Quand on parle de chlamydia ou la chlamydiose, chlamydia, c'est une bactérie. Et quand on parle de toxoplasma, ce n'est pas une bactérie. Toxoplasma, c'est un petit protozoaire, donc un parasite. Mais c'est vraiment un parasite, mais tout petit, là, c'est unicellulaire. Puis pourquoi je nomme ça, c'est quand même très important parce que quand on parle du type de micro-organisme, derrière la tête, on a quel traitement on peut utiliser sur ces micro-organismes-là. Si on a un parasite comme Toxoplasma, ben les antibiotiques ne seront pas d'aucune utilité. Fait que ça, c'est ce que nous permet les nécropsies. Ça nous permet de savoir à quel agent on a affaire. Je vais faire une petite étude de cas avec vous. Donc, je vous présente un cas d'avortement qui a été soumis là, au laboratoire dans le cadre du programme PISAC. Donc, on a un troupeau de 300 brebis. Il y a eu 7 avortements dans un groupe de 30 brebis, donc qui étaient dans leur dernier tiers de gestation. Il y avait des brebis qui étaient récemment là, introduites dans l'élevage, puis c'est surtout elles là, qui ont avorté. L'éleveur a soumis pour la nécropsie 3 fœtus qui provenaient de 2 mères, puis il y avait 2 placentas avec ça. Fait que tout ça a été envoyé au laboratoire où les pathologistes ont pu faire une nécropsie. Et dans un premier temps, quand on parle de nécropsie, peut-être que vous êtes familier avec ça, mais il y a vraiment comme 2 étapes. Il y a une étape qui est comme on appelle macroscopique, donc un examen visuel des lésions. Puis une deuxième étape qu'on dit plus à l'histopathologie ou en microscopique, qui là va aller regarder au niveau des tissus. Et il y a aussi des prélèvements qui peuvent être faits pour faire soit la bactériologie ou ce qu'on fait beaucoup, nous, avec PISAC, on va utiliser des méthodes qu'on appelle moléculaires pour mettre en évidence la présence de l'agent. Alors, dans ce cas-là, la photo nous montre qu'on avait des avortons qui étaient de taille qui étaient très différentes. Donc, comme vous voyez, là, ici, j'en ai un ici, puis j'en ai un ici. Donc, on avait des fœtus qui étaient momifiés.
Et on avait à gauche, on a le placenta. Donc, on avait un placenta qui avait beaucoup de zones hémorragiques avec des cotylédons qui étaient très foncés. Puis, il y avait, ben là, on le voit peut-être pas bien, mais moi, je le vois, là, mais sur le cotylédon, là, vous voyez des petits points blancs là, qui sont des petites zones là, qui sont un peu des zones de calcification. Et on a pris des prélèvements. Comme je vous dis, dans le cadre du programme PISAC, les nécropsies se font d'une façon standardisée pour essayer d'avoir toutes les chances de mettre vraiment le doigt sur la cause. Et donc, on a trouvé là, des lésions de placentite nécrosuppurative avec minéralisation, puis des lésions au cerveau, au poumon chez les fœtus. Et avec les résultats de laboratoire, on est arrivé à un résultat. Avant que je vous nomme les résultats que vous voyez là, je veux juste, quand on parle d'un PCR, vous avez maintenant probablement tous entendu parler en long puis en large de PCR. Puis moi, je dis merci à la COVID parce que ça nous aide beaucoup, parce qu'ils ont un peu démystifié beaucoup de vocabulaire qu'on utilise quand on parle de santé animale. Donc, le PCR, qui est un test moléculaire qui détecte la présence de l'agent, ben, dans ce cas-là, il était positif pour 2 agents, donc il était positif pour Toxoplasma gondii et pour Coxiella burnetii. Donc, dans le cadre avec les échantillons qu'on a ramassés, on a été capable de mettre en évidence les 2 agents. Les autres étaient négatifs. Je mets aussi là, à côté de Coxiella, là, CT17 fort. C'est une stratégie d'amplification, le PCR. Puis quand on parle de 17, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de particules qui n'ont pas eu besoin d'être amplifiées plusieurs fois pour donner un signal. Et donc, ce que ça montre, c'est que le niveau de contamination, il était quand même très élevé. Anne, j'ai une petite question pour toi. En fait, c'est un peu en parallèle. Donc, lorsqu'on qu'il y a une brebis là, qui a eu un avortement, est-ce que cette brebis-là doit être isolée? Y a-t-il un avantage à l'isoler en attendant, entre autres, d'avoir les résultats là, de la nécropsie? Ben, c'est une bonne question. D'ailleurs, dans la visite, c'est abordé ça avec votre vétérinaire. C'est une recommandation qui est tout le temps là. Quand la brebis a avorté ou la chèvre a avorté, on a avantage à l'isoler. De un, comme ça, on peut surveiller si elle a, elle, des signes systémiques, donc si elle arrête de manger ou si elle fait de la fièvre ou si elle a des écoulements là, qui nécessitent un suivi particulier. Mais souvent, il n'y en a pas de ça. Mais au-delà, comme elle risque d'avoir encore des écoulements qui sont très contaminants pour les jours qui suivent, on a tout avantage effectivement à l'isoler pour quelques jours là, du reste du troupeau pour éviter que ça, que ça se diffuse. Puis, dans la mesure du possible, ben, la paille du parc où elle sera, ben, sera pas, va être comme mis d'une façon à ce qu'elle puisse être compostée là, pour essayer de détruire là, les agents responsables de l'avortement. Oui, c'est un bon point. Donc, dans ce cas-là, il y avait 2 causes d'avortement. C'est important, ça, quand on essaie de trouver le traitement ou les bonnes méthodes, ben, il faut savoir quel agent est responsable. Puis dans ce cas-là, on en avait 2, fait que ça compliquait un peu le travail du producteur. Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire pour tenter de régler la situation? Je vais revenir très rapidement sur ces 2 causes-là, qui sont des causes très fréquentes. Donc, vous l'avez vu, ça fait partie des causes les plus fréquentes. Toxoplasma gondii, vous n'êtes sûrement pas surpris parce que la plupart des gens ont déjà entendu parler de toxoplasmose, de voir un chat, donc dans mon beau petit dessin de schéma. Le chat qui est ce qu'on appelle l'hôte définitif, qui va maintenir le cycle de transmission de la toxoplasmose parce qu'il va excréter les petits œufs, là, les œufs 6 dans leur fumier. Puis si jamais les chats, en excrétant, en déféquant, ils contaminent les aliments des chèvres ou des brebis, là, les chèvres et les brebis peuvent se contaminer à leur tour et si elles sont gestantes, elles peuvent avorter.
Ça fait que ça, c'est vraiment le cycle classique et ben, vous avez un humain qui est là parce que, on va le voir, tout à l'heure, mais l'humain peut aussi être, infecté. Ça fait que c'est important de ne pas l'oublier. Je veux juste pas voler mon punch. À la ferme, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir toxoplasmose? Je suis sûre que vous avez tous soit déjà entendu votre vétérinaire ou vous-même vous êtes dit qu'est-ce qu'on fait avec les chats. C'est sûr que la proposition initiale, c'est tout le temps de dire, ben, n'ayez pas de chats dans un élevage de moutons ou de chèvres. Si les chats ont leur place chez vous pour différentes raisons, tentez de vous assurer qu'ils soient stérilisés parce que les jeunes chats sont les plus à risque d'excréter. Les jeunes chats ou les chats qui sont fragilisés, qui sont malades, qui sont les plus susceptibles d'excréter. L'autre façon aussi d'essayer d'aider, de réduire le risque de présence de chats, c'est de fournir des litières, couvrir les aliments de vos chèvres ou de vos brebis, contrôler la vermine parce que la vermine peut aussi jouer un rôle dans le cycle de transmission. Puis, ben, essayer d'éliminer encore une fois là, les placentas puis les avortons parce que les chats peuvent se contaminer. Le cycle peut reprendre de cette façon-là quand le chat va aller manger des placentas ou manger des avortons. Et bon, vous avez beaucoup plus d'informations dans les fiches, mais j'ai une question pour vous. Comme je vous ai dit que c'était une maladie qui peut se transmettre aux humains, alors quelle est la principale source de toxoplasma pour les humains? Alors, est-ce que c'est la manipulation des selles de chat, la consommation de viande de porc insuffisamment cuite, la consommation de viande d'agneau insuffisamment cuite, la consommation de lait non pasteurisé ou la transfusion sanguine? Est-ce qu'il y a unanimité sur les selles de chat? En tout cas, pour l'instant, c'est en avance. Je vais tout de suite vous donner la bonne réponse. En fait, mais non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est sûr que ça peut arriver. Les humains peuvent se contaminer en manipulant des selles de chat. Puis comme je le disais avant la conférence à Stéphanie puis à Louise-André, je suis sûre que si parmi nous, on a des femmes, des jeunes femmes là, qui soit ont été récemment enceintes ou qui sont appelées à le devenir, le médecin vous a sensibilisé à cet aspect-là, c'est vrai, mais le risque de contamination est plus élevé avec la consommation de viande insuffisamment cuite qui est contaminée par toxoplasma, par la forme qui est plus kystique de toxoplasma. Puis, je vous présente très rapidement les données, là, mais c'est quand même important. Au Canada, il y a récemment eu une étude pour comparer la viande de porc, la viande de bœuf, la viande d'agneau, puis de regarder est-ce qu'on en trouve justement de ces kystes-là dans la viande de ces trois types de production-là. Puis, ben, la viande qui en a le plus, c'est la viande d'agneau. On parle de 4 à 11 là, selon les provinces, des pièces d'agneau qui contenaient des kystes de toxoplasma. Fait que ça, c'est quand même important de se le rappeler. Puis, ils ont pris ça dans les épiceries, là, les morceaux de viande, mais ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en comparant la viande d'agneau qui provenait du Canada versus celle qui provenait de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, ben, on était quand même un peu plus avantagés parce que celle de l'Australie, il y avait 26 des pièces de viande d'agneau qui provenaient de Nouvelle-Zélande, excusez-moi, de Nouvelle-Zélande qui étaient positives pour toxoplasma. Fait que tout ça pour dire, l'idée n'est pas de comparer, on est bon, on n'est pas bon, mais c'est pour dire que la viande d'agneau a avantage à être bien cuite si on veut gérer le risque de toxoplasmose. C'est quand même important. La deuxième cause de la maladie, là, du cas que je vous ai présenté, c'était Coxiella burnetii. Je vais essayer d'avancer parce que je regarde là, puis je veux juste avoir le temps de tout voir. C'est une bactérie qui est
particulière parce qu'elle est transmissible principalement par aérosol. Ça aussi, la COVID va nous aider. On en a tellement entendu parler. C'est une bactérie qui est très résistante dans l'environnement et puis elle se transmet très facilement par aérosol. Il n'y a pas besoin de beaucoup de bactéries, puis on tombe malade. Et ce qui est important, c'est que le fœtus, quand on regarde à la nécropsie, a souvent pas de lésion. C'est pour ça que j'ai mis en jaune l'importance du placenta quand vous soumettez des échantillons et qu'on exige le placenta, c'est pour se donner toutes les chances de mettre en évidence l'agent. Parfois, on n'a pas d'avortement, puis on va l'avoir, puis assez souvent. Coxiella, c'est une des bactéries où on peut ne pas avoir d'avortement et malgré tout avoir une excrétion importante de la bactérie. Et ça aussi, c'est important. J'ai mis cette photo-là, qui est une photo de petite fermette de Pâques qui était fréquente avant, mais c'est pour dire maintenant, c'est interdit de mettre des jeunes chevreaux ou des jeunes agneaux de moins d'un mois en présence de grand public parce qu'on a eu dans le passé là, beaucoup de contamination. Un chiffre qui dit beaucoup, 1 gramme de placenta, c'est pas gros 1 gramme, on peut trouver jusqu'à 1 million des bactéries de cette bactérie-là, Coxiella burnetii. Puis mettez ça en parallèle avec le fait qu'une seule bactérie peut suffire à infecter un humain par inhalation. Vous comprendrez que c'est quand même une maladie importante, puis qu'un élevage qui a des mises bas qui reviennent de façon récurrente, ben, devient un peu une source explosive de cette bactérie-là. Je veux passer sans trop... ça, on en a parlé. Le masque pour la fièvre Q, c'est particulièrement recommandé. Alors, c'est ça que je ne voulais pas manquer par rapport aux questions que vous m'avez posées. En bas à gauche, on a le nombre de cas humains de fièvre Q au Québec, donc entre 90 et 2015. Je n'ai pas les données récentes, mais c'est à peu près stabilisé, là. Et vous avez tous remarqué qu'est-ce qui s'est passé en 99. Il y a quelque chose qui s'est passé puisque là, on a multiplié par 3 ou 4 le nombre de cas. Et en fait, c'est une éclosion qu'il y a eu dans une fermette de Pâques où il y avait eu des mises bas d'animaux qui étaient contaminés par la fièvre Q. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient assisté à cette fermette de Pâques-là qui se sont contaminées. Donc, c'est important. Vous avez en haut à gauche, dans le tableau en orange, le pourcentage des troupeaux ovins et caprins qui ont été trouvés positifs à la bactérie. Donc, on parle d'à peu près 70% des troupeaux, autant d'un côté que de l'autre. C'est présent, la fièvre Q, c'est pas une vue de l'esprit, puis c'est pas juste chez votre voisin. Il y a des bonnes chances que ça soit dans la plupart des entreprises. Puis à droite, on a la carte des cas qui ont été trouvés à l'aide des troupeaux, là, qui ont été trouvés positifs depuis le début de la campagne PISAC, avec une zone là, de 10 km autour de chaque troupeau, parce qu'on sait que cette bactérie-là, par aérosol, elle peut se diffuser assez facilement. Donc, ça couvre quand même une partie importante du territoire du Québec. Puis ça, c'est juste celle qu'on a réussi à identifier. Il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas eu de diagnostic et qui sont porteurs de la bactérie. C'est quand même une maladie importante et en tant qu'éleveur, on est responsable de bien comprendre le risque puis d'essayer de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour tenter de le réduire. Je fais ça comme ça là, pour aller rapidement. La fièvre Q, c'est pas juste une histoire de petits ruminants. La bactérie, on peut la trouver aussi dans les élevages de bovins, mais c'est très souvent des ovins ou des caprins, des troupeaux ovins ou caprins qui sont en cause quand on parle d'éclosion chez les humains pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a beaucoup de mises bas par année, parce que les mises bas souvent sont étalées, sont plus regroupées, donc il y a des groupes de mises bas donc chez les ovins et caprins par rapport à un étalement du côté des bovins. Parce que le fumier est plus sec, donc ça fait plus facilement des aérosols, puis on fait de la litière accumulée, fait qu'on sort le fumier à des moments précis de l'année, et là, ça devient une source de contamination importante. Puis l'autre raison, je dis c'est 6 millions, mais tu sais, on a beaucoup de visiteurs qui viennent, qui prennent les petits agneaux naissants, les petits chevreaux naissants, et là, ben, c'est vraiment susceptible de se transmettre.
Si jamais vous l'envisagez, vous pouvez en discuter avec votre vétérinaire, mais il y a la possibilité, dans des situations particulièrement à risque, de faire appel à un vaccin. Ce n'est pas un vaccin homologué au Canada, mais il y a un mécanisme qui est en place pour permettre aux producteurs qui ont une situation particulière de se le procurer. C'est important. Je mets le traitement antibiotique n'est pas recommandé dans ce cas-là. Pourtant, c'est une bactérie, mais c'est parce que les antibiotiques, selon la recherche actuelle, ont une efficacité qui est comme limitée et ils n'empêchent pas l'excrétion. Et donc, en faisant ça, des fois, on fait un peu comme mettre un couvercle sur la marmite, mais on laisse la bactérie continuer à rouler dans le troupeau et on risque d'augmenter à ce moment-là la transmission parce qu'on camoufle finalement sa présence. Donc, quand on pense qu'on a un risque important dans le troupeau, on a avantage de regarder plus la vaccination. Alors, je viens de répondre. Et je vais terminer en vous reposant la question que je vous ai posée au début. Donc, la même situation, si vous arrivez dans votre élevage, puis là, vous avez eu votre premier avortement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, est-ce que vous allez traiter la brebis avec des antibiotiques? Est-ce que vous allez appeler votre vétérinaire ou vous allez prendre vos fœtus, votre placenta, puis le mettre au congélateur? Ou rien, parce que je vous ai découragé. Ben, en fait, deux réponses qui ressortent, puis c'est intéressant. Je m'attendais à ce que tout le monde aille mettre le fœtus puis le placenta au congélateur, mais appeler son vétérinaire, ben, j'espère que c'est ce qu'il va vous dire de faire parce que en attendant qu'il y en ait un deuxième. Non, on ne traite pas la brebis avec des antibiotiques parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en cause. Ce qui est important, c'est d'essayer justement de savoir quel agent peut expliquer cette éclosion-là. Puis ça va pouvoir se faire en ayant un nombre minimal de 2 avortements avec du placenta qui vont pouvoir être soumis au laboratoire. Ça fait que ça fait le tour de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop rapide parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, mais c'est important de bien connaître les causes pour choisir les bons traitements puis mettre en place les bonnes pratiques de prévention, puis parlez-en à votre vétérinaire. N'oubliez pas, c'est quelque chose, comment je dirais ça, c'est un outil qui est disponible pour vous et n'hésitez pas à le requérir, puis demandez à votre vétérinaire là, si vous pouvez soumettre des échantillons. Moi, ça fait le tour de ma présentation. Par contre, comme Stéphanie l'avait dit au départ, ça va me faire plaisir de répondre à des questions là, qui n'auront pas été posées dans le cadre du chat, soit directement en lien avec ce qu'on a présenté ou soit d'autres choses qui vous viennent en tête là, qui se réfèrent à PISAC ou aux avortements. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Je vais fermer ma présentation. Puis, Stéphanie, tu peux peut-être dire un peu comment tu veux fonctionner. Mais avant que je ferme tout, je vous remercie. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations, puis ça a pu vous être utile. Puis, c'est ça, je suis encore là pour des questions. Et merci beaucoup, Anne.